Jusqu'où irons-nous dans notre soumission à l'autorité, de notre soumission à l'injustice, à quelque chose qu'on ne peut pas accepter? Jusqu'où irons-nous dans notre perte de bon sens, dans notre irrationalité? C'est quelque chose que je voudrais voir avec vous dans cette vidéo parce que je le vois dans mon métier en tant que thérapeute. Je vois des personnes qui sont soumises à l'autorité par exemple d'un patron qui est injuste, qui fait du harcèlement moral, par exemple des femmes qui sont face à un mari violent. Et jusqu'où vont-elles ces personnes? Quelle est leur limite d'acceptation? Je voudrais vous poser la question par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Également, je vois des personnes qui souffrent de TOC, qui souffrent de phobie, qui ont peur, une peur irrationnelle de virus, de souris, d'oiseaux. Vous savez, des phobies, on peut en avoir surtout, du monde. Alors qu'elles savent très bien que ce n'est pas rationnel, mais quand elles sont dans cette phobie, elles perdent leur rationalité. Et c'est un peu ce qu'on voit aussi aujourd'hui. Alors je voudrais construire cette vidéo sur trois images en fait pour démarrer. La première image, c'est une image très connue qui illustre bien ce qui se passe aujourd'hui. C'est l'image de la grenouille qui meurt ébouillantée dans une casserole parce que au début la grenouille va dans une casserole, la casserole commence à chauffer et comme l'eau n'est pas encore très chaude, c'est agréable pour la grenouille, elle se laisse aller, voilà, en plus il y a Netflix, il y a un canapé, elle est vraiment bien, elle ne bouge pas, c'est le confort et puis ça chauffe de plus en plus, c'est un peu comme un sauna, un jacuzzi, elle se détend, elle devient de plus en plus molle. Et à un moment donné, elle n'a plus l'énergie pour sortir et ça devient de plus en plus chaud, puis à un moment donné, elle meurt ébouillantée. Et ça illustre bien ce qui est en train de se passer actuellement, où si nous ne réagissons pas maintenant, une époque particulière, maintenant, là au mois d'août, septembre, octobre qui va arriver, ça risque d'être trop tard. Également une autre image qui me vient, c'est l'expérience de Stanley Milgram. Je ne sais pas si vous la connaissez. Milgram, c'est un psychologue dans les années 50-60 aux États-Unis. Il a fait une expérience fascinante qui est sous le couvert d'une fausse expérience sur la mémoire, à demander à des gens d'obéir à des médecins et d'envoyer des décharges électriques à des personnes qui ne connaissaient pas, c'était des acteurs en réalité, des décharges électriques parce qu'ils répondaient mal à des questions de mémoire. Et on voit que la soumission des personnes à ces médecins a été catastrophique puisque une grande majorité des gens a torturé en envoyant des décharges électriques des personnes qu'ils ne connaissaient pas jusqu'à la mort pour un grand pourcentage. Et ça, on voit vraiment la soumission à l'autorité du grand public. Les pourcentages sont énormes et dans certains pays, c'est encore plus fort, comme par exemple en Allemagne. Et également, on a reproduit cette expérience il n'y a pas longtemps. Au Japon aussi, il y avait une grande soumission à l'autorité. Il y a plusieurs pays comme ça. Alors on a reproduit cette expérience en 2002. C'était fascinant. C'était des sociologues français qui ont fait ça. Ça a été retransmis par toutes les télévisions francophones. Et on s'est dit, au jour d'aujourd'hui, les gens sont un peu moins soumis à l'autorité. Et on a remplacé l'autorité médicale par l'autorité médiatique. Et on s'est rendu compte, malheureusement, et c'était vraiment en grande dame des psychologues et des sociologues, c'est qu'il y avait plus de soumission à l'autorité qu'avant. Les gens allaient encore plus loin dans la soumission à l'autorité médiatique, était plus forte. La puissance médiatique, comme quand on est conditionné médiatiquement, vous avez un grand nombre de gens qui allaient torturer des personnes en envoyant des décharges électriques. Je vous rappelle l'émission, je mettrai le lien de l'émission dans la description de la vidéo, vous allez voir, il y aura plein de ressources dans la description de la vidéo. Et aller même jusqu'à tuer la personne en fait, avec des décharges dépassant 300 volts, 400 volts. Donc on voit, la personne perd sa raison, normalement elle ne le ferait jamais, mais pris dans une sorte de conditionnement médiatique et médical, parce qu'il y avait un médecin qui était là pour dire « vous inquiétez pas, je prends la responsabilité », les gens obéissaient et allaient jusqu'à tuer. Alors ceux qui résistaient, il y en avait très peu, c'est souvent ceux qui avaient un grand attachement au droit des libertés, à la liberté, pardon, aux droits de l'homme, ou qui avaient vécu même des traumatismes, des traumatismes des guerres par exemple, des gens qui avaient été soumis à l'autorité, qui avaient fait des ravages en fait. Donc, ce qu'on vit aujourd'hui va être vraiment l'opportunité de travailler sur soi. Et la troisième image qui me vient, c'est une phrase de l'archevêque Desmond Tutu, l'archevêque anglican, qui est en Afrique du Sud, qui a été prix Nobel en 1984 et qui avait eu comme tâche de mettre un éclairage sur tous les crimes commis par l'apartheid. Et il a mis en avant cette théorie de la réconciliation. Et il disait, cette phrase qui est très à propos aujourd'hui, c'est si vous êtes neutre alors qu'il y a de l'injustice, vous êtes du côté de l'oppresseur. Et cette phrase a été dite également par Gandhi, par Martin Luther King, autrement d'ailleurs, c'est genre, le monde va si mal, pas tant à cause des méchants, mais surtout à cause de tous ceux qui laissent faire sans rien dire. Alors j'avais fait une vidéo déjà sur le sujet de l'actualité avec les masques et les pro-masques et les anti-masques. En réalité, c'est pas les anti-masques, ce sont juste des personnes qui souhaitent la liberté de le porter ou pas ce masque. Donc il y a vraiment j'avais fait une vidéo là-dessus avec tout un texte là-dessus.
Et j'ai été très étonné de voir que mon texte a été partagé plus de 300 fois, donc je suis content. Puis il y a plein de gens qui ont rejoint ma communauté en quelque sorte, par email ou en vidéo. Et donc j'en profite pour faire passer ce message, parce que vous avez remarqué que dans la vidéo, je vais aller un peu plus loin aujourd'hui, c'est que j'ai dit que c'est important de développer de l'empathie, de rester dans l'amour, de vibrer, de rester en paix, et d'essayer toujours de comprendre l'autre qui pense différemment, pour développer la conscience, pour s'unir contre le vrai ennemi. J'en avais parlé dans le texte, dans la vidéo, le vrai ennemi ce sont les médias qui divisent pour mieux régner en quelque sorte, qui créent ces divisions, qui ne permettent pas un débat productif et serein. Qui met une propagande de peur en plus. Donc j'avais dit dans cette vidéo que c'est important d'être empathique, mais ça ne veut pas dire être neutre. J'avais aussi dit dans la vidéo ou dans le texte que j'ai moi-même un parti, j'ai une position, et je l'exprimais d'ailleurs dans les débats. C'est comme ça que j'en suis arrivé à cette notion d'importance de non-violence. Et en même temps, on peut être non-violent et empathique et se positionner. Les deux ne sont pas du tout incompatibles. Alors je vois dans ce qui arrive aujourd'hui un problème de soumission vraiment très flagrant. Et ce sont les médias qui sont responsables de ça, le conditionnement des médias. Comme dans l'expérience de Salle Milgram, on est vraiment soumis à... On se déresponsabilise en fait. Parce que si je vous pose la question, ok, vous mettez le masque, mais jusqu'où irez-vous le mettre? Si je vous demande de le mettre pendant 3 ans, comme le dit le ministère de la Santé canadienne, il dit, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est dingue, vous allez le mettre au moins pendant 3 ans ce masque. Ou peut-être même tout le temps, jusqu'au vaccin. Est-ce que vous êtes d'accord d'aller jusqu'à cette limite, de le mettre tout le temps, de le faire mettre à vos enfants quand ils arrivent à l'école, d'avoir vos enfants qui sont parqués dans des sortes de cages, on a vu ces photos en Asie, où c'est des cages transparentes avec des distances, et les petits-enfants qui arrivent à l'école, qui ne peuvent pas voir leurs parents, qui doivent garder des distances, est-ce que c'est vraiment le monde dans lequel vous voulez vivre? Parce que c'est vraiment vers là qu'on va. On voit des pays comme l'Allemagne, comme la Nouvelle-Zélande, comme l'Australie, comme l'Angleterre, dans certains endroits, ils vont jusqu'à mettre des lois pour avoir le droit d'aller chercher un enfant pour le mettre dans un centre, parce qu'il serait positif. Hein, vous savez, on met ce test dans le nez, on traverse le nez jusqu'à la barrière encéphalique, c'est très dangereux d'après certains médecins. Des tests d'ailleurs qui ne sont pas du tout fiables, puisque tout le monde a eu un peu le virus, donc tout le monde va se déclarer positif. Et puis l'inventeur du test lui-même dit que ce n'est pas fiable, pas à 100% fiable. Et donc, parce qu'un enfant a été testé positif, dans ces pays-là, il y a vraiment des lois qui disent qu'il doit rester seul dans une pièce, même ses parents ne peuvent pas manger avec lui. Et s'ils le font, ils enlèvent l'enfant. Ils se donnent le droit d'enlever l'enfant, comme ils se donnent le droit de vacciner de force également. Il y a des propositions de loi qui vont dans ce sens. Mais renseignez-vous, parce que dans les médias traditionnels, on en parlera très peu, mais ça devient vraiment très très grave. Et il y a en Australie, par exemple, il y a des policiers qui vont jusqu'à casser des vitres de voiture parce que la personne ne respecte pas les consignes de sécurité à l'intérieur de sa propre voiture. Vous voyez en fait la folie vers laquelle on va. Alors si vous vous dites, mais non, mais les gouvernements ne sont pas fous, les gouvernements sont rationnels, veulent notre bien, ben oui, bien sûr, les gouvernements ont toujours été gentils, c'est bien connu. Regardez ce qui s'est passé avec Julian Assange, ce qu'il a mis en évidence, regardez ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, on voit à quel point le peuple, les gouvernements n'ont pas l'intérêt du peuple en premier. Et on voit d'ailleurs les crimes de certains gouvernements qui vont à l'encontre des intérêts du peuple. Et c'est juste une question de bon sens, de rationalité. Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? Qu'est-ce qui nous empêche d'être rationnel par rapport à ça? Parce qu'on voit qu'une grande partie de la population continue à faire confiance au gouvernement, continue à faire confiance aux médias et ne se pose pas de questions. Et là, c'est là qu'on voit la puissance de l'émotionnel, parce que je pense que c'est l'émotionnel. Vous savez, en tant que thérapeute, je vois des personnes qui sont dans des émotions parfois très fortes et qui perdent la raison. Perdre la raison, c'est pas vraiment devenir fou forcément comme pour aller dans un asile psychiatrique, mais c'est ne plus avoir de bon sens. Les gens qui souffrent de TOC, les gens qui ont des phobies irrationnelles comme ça, il y a une perte de raison. Ils savent très bien, par exemple, que l'avion est le moyen le plus sûr, mais ils ont très peur, ils sont plus raisonnables, ils ont perdu la raison à ce moment-là. Les gens qui ont la phobie des souris ou des guêpes, ou je sais pas moi, des oiseaux ou des grenouilles, ils perdent la raison. Ils savent très bien que c'est pas dangereux, mais c'est plus fort qu'eux. L'émotionnel prend en otage la raison, comme on dit en intelligence émotionnelle. Et bien ici, c'est un peu la même chose avec les médias, qui crée de l'émotionnel anxiogène, puisqu'en fait, à force de comptabiliser les morts et de tronquer les chiffres, en plus les médias font mal leur travail, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas plus de morts que les années précédentes, mais les médias mettent en avant des chiffres, mettent en avant le chiffre des positifs, au lieu de mettre en avant le chiffre des décès, qui est quasi nul. Donc on voit qu'il y a une perte de bon sens, les gens ne le voient pas, donc les gens écoutent ces médias et ont peur, et l'émotionnel empêche d'utiliser sa raison. Parce qu'au fond, quand on regarde les chiffres, toutes morts confondues,
Il y a même moins de morts cette année ici en Suisse que l'année passée, puisque moi je vis en Suisse. Pour ça je connais mieux ces chiffres. Ça a été mis en évidence par un magazine ce matin. Il y a moins de morts, les gens sont stupéfaits de lire ça, il y a moins de morts cette année ici que l'année passée. Alors qu'est-ce qu'on a fait tout ce cinéma? On a cru qu'on allait rentrer dans l'apocalypse. En fait, il n'y a pas de problème. Alors on voit qu'au niveau des morts de la grippe, c'est pas tellement plus élevé. Il y a des années où il y a eu plus de morts dues à la grippe. Et on n'a pas fait tout ce cinéma non plus à ce moment-là. On voit que le risque de létalité, donc le risque de décès pour ce virus, il est extrêmement bas. Il est de moins de 1%. Moins de 1%. C'est même moins de 0,1%. Alors pourquoi est-ce qu'on fait tout ce cinéma pour quelque chose qui est si peu dangereux? Vous avez plus de 99,99% de ne pas l'avoir, de ne pas mourir de ça en tout cas. De ne pas l'avoir, oui, vous allez l'avoir, mais comme le virus de la grippe, vous n'allez pas en mourir. À moins pour un public très spécifique qui ont des comorbidités, on le sait très bien, qui ont un certain âge, ben oui, évidemment, pour eux, c'est dangereux. Mais rien que pour ça, on a confiné tout un pays, tous des pays, avec une perte de l'économie catastrophique, avec des conséquences tragiques au niveau humain, mais au niveau humain avec les vieilles personnes, les relations avec les vieilles personnes, mais au niveau économique, catastrophique, des gens qui tombent en faillite, juste pour quelque chose qui est imaginaire, qui est pas dangereux en fait. En plus, si on prend de la hauteur, si on prend une perspective, on voit par exemple que le tabagisme tue plus que le Covid. Le tabagisme, il y a eu une journée du tabac il n'y a pas longtemps, qu'est-ce qu'on a remarqué? Enfin, qu'est-ce qu'on a dit? Ben, les chiffres, on les connaît. C'est que chaque année, il y a 7 millions de morts dus au tabagisme. Et attendez, c'est pas fini, c'est que dans les 7 millions, il y a 1 200 000 personnes qui meurent du tabagisme passif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des gens qui ne fument pas, qui sont juste à côté des fumeurs et qui meurent à cause de ça. 1 200 000. C'est le double actuellement des chiffres du Covid. Et encore, les chiffres, on sait qu'ils sont faux puisqu'ils sont recalculés. On a compté tout et n'importe quoi. Dès qu'il y avait une mort, c'était le Covid. Tout d'un coup, il n'y a plus de mort de la grippe. Vous voyez, tout le monde est mort du Covid. Donc en fait, on se rend compte qu'on est en train de faire gonfler un truc. C'est un vrai cinéma. Et en fait, beaucoup de gens ne le voient pas. J'imagine que les gens qui me suivent, beaucoup de gens le voient. Je sais, j'ai des feedbacks, mais beaucoup de gens ne le voient pas. Et continuent à croire les médias traditionnels et continuent à rester dans la peur et vont accepter des mesures liberticides parce qu'après le masque obligatoire pendant 3 ans, comme dit le ministre de la Santé, ben ça va être le vaccin obligatoire. Et quand on voit, c'est des médecins qui en parlent, c'est des médecins qui expliquent les conséquences des vaccins sur la santé avec beaucoup de morts, beaucoup de handicaps, des choses horribles, des effets désastreux horribles qui font peur à certains médecins. Il y a des gens qui ont étudié ça de près. Et on se dit, mais le gouvernement devient fou. C'est pas dangereux, ils enlèvent certains médicaments naturels ou des plantes ou des médicaments qu'on connaît bien comme l'hydroxychloroquine et ils vont mettre un vaccin et en fait on sait très bien, on n'est pas dupe, si on a du bon sens, on voit bien que c'est une question de finance derrière ça, c'est une question de sous, c'est l'appât du gain, c'est-à-dire que l'État c'est une grande manne financière pour des industries, des lobbies et donc quand on voit le prix du Remdesivir par exemple ou du vaccin, on voit qu'il y a une course pour faire des profits de milliards de dollars et c'est terriblement dégoûtant en fait, c'est terriblement écœurant en fait. Quand on voit toute cette corruption des médecins, de certains médecins et de certains hommes politiques qui sont liés par des intérêts financiers avec certains groupes pharmaceutiques ou d'armement dans d'autres cas aussi, on est écœuré en fait. J'espère que vous l'êtes. Et c'est pour ça que c'est important de réagir parce que là, on est à une époque particulière. Je ne pensais pas faire cette vidéo aussi tôt dans l'histoire des années qui suivent. Je pensais que ça allait se faire plus tard, je veux dire, dans les années qui suivent. Mais c'est maintenant. C'est comme la grenouille ici. Si on ne réagit pas maintenant, on va finir ébouillanté. Si on reste devant sa télé, dans son canapé, devant Netflix tous les jours, ben c'est sûr que si la masse ne bouge pas, c'est toujours quelques personnes qui essaient de faire bouger les choses. Mais si ça ne suit pas, ça va être la catastrophe. Et donc je voudrais venir avec cette notion de guerrier, le guerrier pacifique, d'être un guerrier qui résiste, qui se bat pour la justice, j'aime pas trop le mot se battre, mais qui se met debout, qui réagit, qui se respecte, qui respecte les autres, pacifique, un peu comme Gandhi. Et donc c'est de pouvoir garder cette position d'empathie dont je parlais dans mon texte, dans mon avant-dernière vidéo, de rester empathique face à ceux qui ne comprennent pas, parce qu'en fait ils ne croisent pas leurs sources d'information, donc ils sont complètement conditionnés dans la peur. Et ils obéissent tout simplement, comme dans l'expérience de Saint Milgram. Donc un guerrier pacifique, c'est à la fois quelqu'un qui garde cette harmonie, qui garde cette paix intérieure, mais qui n'est pas dupe et qui se positionne. Qui se positionne pour dire non, ça va trop loin. Je ne veux pas que les enfants grandissent dans ce monde-là. Je vois déjà les dégâts sur les enfants, je vois déjà les dégâts sur les vieilles personnes, c'est affreux.
hein, et je refuse, donc le guerrier pacifique se positionne, je vous invite à vraiment vous positionner, c'est-à-dire je refuse, je dis stop avant que ce soit trop tard. Parce qu'à un moment donné, ça risque d'être trop tard. C'est comme quand les nazis sont venus, on pouvait dire non, non, mais bon, ça va, les gens étaient positifs, mais non, ça va aller, il faut être neutre, ils vont se calmer, et puis regardez ce que ça a donné. À un moment donné, ça devient trop tard de résister, ça devient trop difficile de résister. Et quand on résiste trop tard, ça devient sanglant, il y a des morts, ça va être très difficile. Et résister à un gouvernement planétaire totalitaire, ça va être très difficile. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Le guerrier pacifique, ce qu'il va faire, c'est déjà se protéger de la pollution ambiante, anxiogène. Et donc c'est d'arrêter de regarder les médias traditionnels. Moi je vous invite vraiment, moi ça fait 25 ans, je sais pas, que je ne regarde plus les médias traditionnels, et c'est super, je me sens beaucoup mieux. Parce que si on regarde les journaux tous les jours, mais c'est une source de stress incroyable, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles au journal. Hein. Donc s'il y avait des bonnes nouvelles, il faudrait le regarder, mais ce n'est pas du tout le cas. Donc c'est vraiment un conditionnement médiatique, c'est de la propagande en fait vraiment, parce qu'on sait aujourd'hui que les médias sont aux mains de certaines personnes, de certains milliardaires, de certains groupes, qui ont un intérêt qui va à l'encontre de l'intérêt des peuples. Et donc je vous invite à arrêter ces médias traditionnels, ou à tout le moins de croiser vos sources d'informations, parce qu'aujourd'hui sur Internet, malgré la censure des réseaux sociaux qui est un autre scandale, qui est incroyable, il y a beaucoup de gens qui ont leur compte YouTube ou Twitter ou Facebook fermé, c'est incroyable, on ne dit pas grand-chose. C'est justement de croiser vos sources d'informations. Ce que devraient faire les médias traditionnels, c'est offrir des débats pour qu'on puisse savoir discuter sereinement des mesures prises aujourd'hui, mais on ne peut pas, c'est très totalitaire en fait, on ne discute pas. On insulte, complotiste, j'avais fait une vidéo là-dessus. Donc ça, la deuxième chose, c'est ça, c'est de croiser ces sources d'informations. Enfin, la troisième chose, c'est de toujours s'exprimer, par écrit, verbalement, de dire non, je refuse cette absurdité. Comme quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a la phobie, quelqu'un qui a les TOC, si on rentre dans son jeu, c'est trop compliqué, c'est trop difficile de l'en sortir. Non, ce n'est pas rationnel ce que tu dis, ce n'est pas dangereux. Après, bien sûr, il y a des techniques de gestion émotionnelle qu'on va appliquer, mais d'abord, c'est de se prendre conscience qu'on ne rentre pas dans la folie. On ne veut pas rentrer là-dedans. Et donc, je me souviens, moi, j'étais membre pendant 20 ans d'Amnesty International, et à l'époque, avant Internet, on écrivait à la main, et j'ai beaucoup écrit, et bon, je n'ai pas fait tellement que ça, mais j'ai fait pendant quelques années, écrire pour faire libérer des prisonniers. En fait, agir, c'est par exemple écrire. Et écrire, avec Amnesty International, on avait réussi à faire libérer des prisonniers de la torture, de la peine de mort. Donc ça fonctionne en fait. Le fait d'écrire à des élus, à des associations de commerçants, parce que là encore, à Genève, il y a une personne, Emma Crozy, qui a eu sa boutique fermée parce qu'elle refuse d'obliger les gens à porter un masque dans sa boutique, puisqu'il y a suffisamment de place. On lui a fermé sa boutique, mais vous vous rendez compte, c'est un médecin qui décide ça. On est dans une dictature sanitaire en fait. C'est refuser, c'est écrire, c'est aller manifester, toujours non-violent, toujours de manière non-violente bien sûr. Et puis c'est en tant que personne refuser d'aller dans ce genre de magasins comme Ikea qui refuse qu'on aille à deux, il y a de plus en plus d'espaces, de commerçants qui se réveillent, qui refusent de rentrer dans cette folie, dans cette mascarade, hein, on peut dire ça, et c'est les encourager. Par exemple, moi, je vais commander plus chez elle, cette personne qui a eu son magasin fermé, je vais commander en ligne chez elle. C'est encourager les commerçants qui osent résister, les médecins qui osent résister. Il y a des médecins qui osent résister. Vous allez me dire, mais comment ça se fait que les médecins ne sont quand même pas bêtes? Eh bien, moi, je vous renvoie aux années sombres des années 30. Hitler a été mis au pouvoir démocratiquement et il a été élu par des médecins, par des philosophes, par des avocats. Pas parce qu'on est avocat ou médecin qu'on a la conscience. Beaucoup de ces médecins ont peur, sont tenus par l'argent. S'ils disent quelque chose qui va à l'encontre de la docta, de la doctrine de la propagande, ils risquent d'avoir l'ordre des médecins, ils risquent de perdre leur travail. Alors avec les salaires qu'ils ont, pour certains, c'est une perte de confort extraordinaire, ils ne veulent pas risquer ça, donc ils se disent d'autres le feront. Les seuls médecins qui se lèvent, ils sont très courageux, il n'y en a pas tant que ça. Souvent, c'est des personnes qui n'ont plus rien à prouver, qui n'ont plus de peur. Et donc, ça a encouragé ces personnes. Et puis c'est exprimer constamment sa résistance, qu'on refuse de rentrer dans un monde dictatorial, avec une dictature sanitaire qui va utiliser la violence pour faire vacciner les gens de force. Alors peut-être effectivement en injectant dans les vaccins en plus un traçage numérique, où on va devenir des numéros qu'on va pouvoir contrôler à distance.
parce que quand vous ne pouvez plus payer en cash et que tout est dans votre puce qui est dans le corps, c'est facile d'enlever tous vos droits, de vous empêcher de voyager, de vous empêcher de payer. Et ça, c'est un risque réel. Regardez l'émission d'Arte qui s'appelle « Tous surveillés », 7 milliards d'individus tous surveillés. Regardez ce qui se passe déjà en Chine. Vous voyez en fait les dangers qui sont bien réels. Et ça, c'est vraiment une question de bon sens. Et enfin, la dernière chose, si on est un guerrier pacifique, c'est de garder l'espoir. Et de voir, parce qu'on peut parfois se dire bon, c'est décourageant, je reste devant ma série Netflix parce que moi, ça me dépasse, je suis perdu et puis je n'ai pas envie d'avoir des problèmes, je laisse faire les autres. Non, c'est chacun, on peut se positionner, on peut se lever et voir l'espoir qu'il y a. Il y a des espoirs extraordinaires, il y a tellement d'intelligence actuellement sur Terre, de ressources, qu'on pourrait en quelques années faire sur la planète un véritable paradis. C'est vraiment une question d'organisation. Et c'est vraiment une question d'intelligence collective. Alors il y a plein de systèmes qui voient le jour et qui sont pleins d'espoir. Il y a par exemple l'écologie bleue, utiliser les écosystèmes comme source de production. C'est Idriss Aberkan qui parle beaucoup de ça, c'est Gunther Pauli. Allez voir ses vidéos, je les ai souvent partagées sur ma page Facebook. C'est extraordinaire, on voit vraiment tout le potentiel qu'il peut y avoir et on pourrait résoudre pratiquement tous les problèmes sur Terre avec cette intelligence collective. Il y a le paradisme également, il y a aussi la démocratie directe de Étienne Chouard qui est extraordinaire. En fait, il y a plein de solutions qui existent, il y en a certainement d'autres qui montrent qu'on pourrait vraiment s'organiser autrement, mais pour ça, ça demande de refuser la dictature qui s'en vient. Alors je vais terminer par ce poème d'un pasteur, c'est un pasteur allemand du siècle passé, qui est mort dans les années 80, qui s'appelle Martin Niemöller, et qui a vécu les deux guerres. Il a vécu les deux guerres, il était pasteur, il a vécu les deux guerres, il s'est engagé dans l'armée, parce que vous savez, à un moment donné, si vous avez des nazis qui viennent chez vous, vous pouvez être neutre, non, à un moment donné, vous dites non, je refuse, je pars. Ou si vous avez quelqu'un de violent qui rentre dans votre maison, vous n'allez pas dire « Ah non, moi je suis neutre, je suis dans l'empathie ». On doit se positionner. À un moment donné, on est obligé de se positionner. Ça n'empêche pas qu'on peut être dans l'amour et dans la paix intérieure, tout en se positionnant. C'est vraiment ça le guerrier pacifique. Et je termine avec sa phrase, c'est devenu un poème, son texte qui disait « Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit parce que je n'étais pas communiste. Et puis quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit car je n'étais pas syndicaliste. Et puis quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit parce que je n'étais pas juif. Et puis quand ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour protester. » Alors pour éviter ça, je vous invite, pour ceux qui ne le font pas encore, à arrêter d'écouter les médias traditionnels, de reprendre un peu de bon sens, de raison, et d'arrêter de se soumettre à l'autorité. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous.